Alors, on va créer une nouvelle machine virtuelle, donc avec un nouvel ordinateur virtuel, donc clic droit sur le gestionnaire Hyper-V. Si jamais vous n'êtes pas connecté sur le gestionnaire Hyper-V, il faut l'activer, on trouve des ressources, je viens de vous l'expliquer, et se connecter au serveur, et on se connecte sur l'ordinateur local. Voilà. Ça peut arriver des fois que la chose ne soit pas connectée. Là, votre ordinateur, du coup, il est là, et là on clique droit et on fait nouveau ordinateur virtuel. On avance, on l'appelle avec un nom qui correspond à la date, puis au type de distribution qu'on va utiliser. Donc là, on va faire sur Ubuntu. La version, enfin, je crois, mais bon, si on met la date, ça correspond la plupart du temps. Moi, je stocke sur un autre emplacement parce que sinon ça prend trop de place sur le disque C. Et on avance. Génération 1 par défaut, comme ça on est sûr de la compatibilité et au moins des problèmes qui pourraient arriver de compatibilité n'arriveront pas. Une mémoire par défaut de 1024, c'est très bien, on peut aller jusqu'à 512, c'est possible. Et surtout, il ne faut pas oublier de cocher, utiliser la mémoire dynamique pour éviter d'avoir de la mémoire réservée uniquement à cette VM. Sur la connexion, vous avez plusieurs choix, ça dépend de votre configuration. La plupart du temps, si vous êtes chez vous, vous avez le default switch qui correspond à utiliser le switch virtuel dans Hyper-V qui va se connecter tout bêtement à votre IP, à vous. C'est comme s'il y avait un switch dans votre ordinateur sur lequel se branchaient les default switch, du coup il pourra avoir accès à Internet. On va créer un disque dur virtuel. Pour le cas de Ubuntu, 8 Go suffit largement. Et on va utiliser après une ISO qu'on aura téléchargée. Donc là j'ai 3 ISO, Alpine c'est une autre distribution unique. J'ai parti de ça, en fait c'est une ISO qu'on utilise pour justement élargir les disques durs, parce que la partition doit prendre l'entièreté de la place. Si à un moment il se trouve que 8 Go c'est un peu juste. Et donc la version de Ubuntu, la 20.04, donc la date d'octobre 2021. Donc là, c'est comme si on mettait un disque avec Ubuntu dans le lecteur CD virtuel de cette machine virtuelle. Là, c'est parti, il résume un peu le truc et on fait terminer. Alors, on peut vérifier tout ce qu'on a fait en allant dans paramètres, comme droit paramètres. Donc, le BIOS démarrer, il donne l'ordre de démarrage, il commence par le CD, après il va finir par le disque dur, et ensuite la carte réseau éventuellement, et la disquette, comme ça on n'est pas là. La sécurité, il n'y a pas de sécurité, parce qu'on ne peut pas vérifier, c'est bon. La mémoire, donc RAM, mémoire dynamique, RAM minimale 512, maximale, etc. Très bien, processeur, un processeur virtuel. Il peut arriver que des fois on a des problèmes de compatibilité, donc on peut cliquer ici. Si jamais on n'arrive pas à cliquer dessus, ça peut être un problème. Le disque dur qui a été créé, il est là. Voilà. Et le DVD contient l'image qu'on a choisie. Donc si jamais on veut mettre l'image et qu'on a oublié de le faire, on peut faire, on peut rajouter fichier image par courrier. La carte réseau est là, on retrouve les mêmes commutateurs, donc on peut changer. Portcom, donc un intérêt premier. Le seul truc, c'est qu'il y a les points de contrôle. Alors, personnellement, je les active pas parce qu'on va pas les gérer, donc ça évite d'avoir des problèmes de fusion, de choses comme ça. En gros, les points de contrôle, il va sauvegarder à certaines étapes l'état du serveur et permettre de revenir à un état précédent. Pour nous, on va pas utiliser ça. On va simplement le désactiver, ce sera plus facile, et on va utiliser l'installation complète d'Ubuntu, avoir un disque dur complètement configuré qu'on pourra réutiliser dans d'autres VM. Donc c'est parti, maintenant on double-clique dessus et on va pouvoir commencer l'installation en utilisant en fait ce terminal virtuel. Donc là, alors on peut l'agrandir, mais on verra que ça ne changera pas grand chose parce qu'on est au maximum.
Donc on va cliquer dessus. Hop, ça démarre. Connexion. On voit de l'autre côté là qu'il est en exécution, utilisation du processeur, mémoire affectée. Et c'est parti, il a booté sur le CD, donc on va faire peu à peu l'installation. Donc je vais le mettre en plein écran, c'est quand même plus sympathique. Mais on voit que ça prend la place alors que ça n'a aucun intérêt de prendre la place, mais c'est comme ça, ça prend la place. Alors, on va le déplacer, je vais le déplacer dans OBS. Hop. Est-ce que je peux le déplacer? Je dois pouvoir. Voilà, ce sera un peu plus agréable. Donc, choix de la langue, donc tout se fait au clavier, on oublie la souris. Français, on veut installer Ubuntu Server. C'est parti. Je vérifie l'intégrité du disque. On a dit qu'il était français, donc il va quand même récupérer tout ce qui est relatif à français. Il va booter, et là, cette fois-ci, il va se rendre compte que l'écran peut être un peu plus grand. C'est formidable. Donc, il se met un peu plus grand. Là, on voit qu'il essaye de générer différentes clés de sécurité. Il essaye de se connecter à Internet. Et on va enfin arriver sur l'installation. Français. Pour le cas du français, ma foi, on peut faire identifier clavier et il vous pose quelques questions pour déterminer si le clavier est bien le vôtre. Alors, on répond aux questions et après on peut très bien savoir quel est le français. Voilà. C'est pas très dur, un français. Quand on utilise un clavier standard français, on va dire qu'on est l'instigateur du clavier français, donc français, c'est bon à savoir sur d'autres installations où il n'y a pas ce identifié de clavier. Là maintenant, il essaie de trouver une adresse IP grâce au fait qu'on utilise le default switch, il en trouve une, on la voit. S'il n'en trouve pas, là le problème il est ailleurs, donc là il faut arrêter l'installation et remodifier la configuration de la VM. Si vous n'avez pas d'adresse IP ici, c'est pas la peine de continuer. Il faut résoudre ce problème. L'adresse du proxy, c'est si on utilise un ordinateur qui lui fait le relais entre les données qui vont sortir ou qui arrivent d'Internet. La plupart du temps, chez vous, il n'y en a pas. Sinon, si vous utilisez par exemple un NAS ou si vous êtes dans un endroit où il y a un proxy à configurer, il faut la configurer ici. Alors attention, dans les user et password, si vous avez le symbole @ dans password, il faut le remplacer par une autre valeur, sinon il ne comprend pas. Des valeurs donc encodées au niveau HTML encode, je crois, ou HTTP encode, à voir sur le net. C'est quelque chose qui commence par %, quelque chose, qui vous permet de pouvoir, de même avec le 2 points ou des choses comme ça. Donc l'idéal, c'est à la limite de ne pas avoir de password avec ces symboles trop spéciaux et qui posent un peu de problème. L'adresse de là où on va pouvoir récupérer tous les paquets d'Ubuntu. Donc là, par défaut, il nous propose quelque chose, donc fr archive-ubuntu.com/ubuntu. On est très content. Suivant l'endroit où on est, il peut poser d'autres choses, mais là, on ne va pas non plus chercher. On est très content. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser le disque dur? On va l'utiliser en entier. On ne va pas s'amuser à faire une installation ésotérique, entre guillemets. On va juste être OK sur ce qu'il nous propose, donc utiliser tout le disque. Donc pour se déplacer, on va directement aller sur terminer en utilisant aucun autre type de configuration. Là, on va juste expliquer rapidement ce qu'il nous fait. Alors donc là, effectivement, il nous fait le disque dur complet sur 7 Go et le répertoire boot
sur en fait 1 giga. Tout le reste, en fait, c'est nous expliquer aussi que là, il utilise 1 méga donc pour BIOS CRUD Spacer, qui est en fait là où la VM va booter pour après, en premier, pour après aller sur Linux. Donc on arrive à un total de 8 Go. On a terminé. Bien sûr, il va formater le disque dur, donc est-ce qu'on veut continuer? A priori, voilà, pourquoi il nous pose des questions en anglais et en français? Bon, c'est comme ça, on continue. Alors notre nom, c'est pas très important. Il n'y a pas y avoir d'impact sur le fonctionnement du service. Seulement, ça va être quelque chose qui va être lié à notre nom. Donc à faire, autant avoir un nom qui correspond à quelque chose. Donc par exemple, comme là on est dans le mode Dune, donc hop, on est sorti aussi de là. Voilà. Le nom de la machine, alors on peut le changer après. C'est plutôt bien de mettre un nom qui correspond à ce qu'on veut faire après. Ça peut être changé après. Dans notre cas, comme on va le réutiliser, on le changera en utilisant des commandes pour le changer ou en éditant des fichiers pour le changer. Donc là, on va mettre Ubuntu base pour dire que effectivement, ce sera la machine de base qu'on va dupliquer après pour utiliser autre chose. Le nom d'utilisateur pour se connecter, prenez ce que vous voulez. Là, c'est une machine de test qu'on va réutiliser, donc on va garder un mot de passe assez simple à se rappeler. On peut mettre par exemple le commande user. Le mot de passe, là par exemple, vous choisissez ce que vous voulez. Il faut mettre un mot de passe par contre. Si vous savez que cette VM, vous l'allez utiliser que pour vous entraîner, même si c'est pour vous entraîner, il est bien de choisir un mot de passe assez sécurisé pour avoir l'habitude. Après, on peut très bien, c'est la VM de base, prendre un mot de passe simple qu'on pourra facilement récupérer et changer. Donc là, en l'occurrence, on utilise un mot de passe simple. Et après, je peux plus facilement le donner à tout le monde et leur demander après de changer. Est-ce qu'on veut utiliser un serveur OpenSSH? Alors SSH permet de se connecter à distance comme si la VM était dans un serveur physique distant. Donc comme le but c'est de simuler la chose, on va l'installer. Donc là, ça s'installe. Donc on va